Bonjour à tous, je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle matinale sur School TV. Vous le savez, on est ensemble pendant une demi-heure. J'espère que vous êtes confortablement installés, réveillés, tranquillement, effectivement. Vous le savez, on va parler d'éducation pendant une demi-heure. On va parler culture, parfois sport, toujours avec des invités ô combien inspirants. Voici, c'est parti pour le sommaire de cette nouvelle matinale. Chaque année, des milliers de femmes et d'enfants tentent de se reconstruire. Après avoir vécu l'impensable, violence conjugale, emprise psychologique, violence familiale ou encore violence vicariante, comment accompagner au mieux les victimes sur le chemin de la reconstruction? C'est le combat que mène en tout cas Magali Dumez depuis des années. Car face à ces situations complexes, les victimes ne sont pas seules. Médecins, enseignants, policiers, travailleurs sociaux, magistrats, tous peuvent jouer un rôle déterminant dans ces affaires, mais sont-ils suffisamment formés pour repérer les différents signaux d'alerte et comprendre les mécanismes de l'emprise? Comment mieux protéger celles et ceux qui demandent inlassablement de l'aide? Élément de réponse là aussi avec mon invité dans un instant. Et puis il y a ces enfants souvent victimes invisibles de ces violences. Comment se reconstruire en tant que mère lorsque l'on porte soi-même les stigmates du traumatisme? Comment recréer un cadre rassurant, retrouver confiance et aider ces enfants à grandir malgré les blessures du passé? C'est l'un des grands défis justement de cette séquence après violence, la matinale. On y va. Bonjour Magali. Merci d'avoir accepté notre invitation. Magali Dumez. Merci. Psychopraticienne, coach en psychologie positive. Oui. J'ai tout bon jusque-là? Tout à fait. Et formatrice. Et... Ah non, j'en ai encore en plus. Et conférencière, effectivement. Fondatrice de Aletheia Estia. Exactement. Aletheia Estia, c'est quoi? Alors Aletheia, c'est la déesse de la vérité et Estia, c'est la déesse de la protection de la famille. Et à l'époque, c'est un pseudo que j'avais pris pour me cacher moi-même en fait sur les réseaux, pour que le père de ma grande fille ne me retrouve pas. Et ça avait du sens pour moi, surtout. C'était imprononçable, introuvable. C'était pas facile à écrire. C'était vraiment. Et puis au fur et à mesure que je suis intervenue sur les groupes pour avoir de l'aide moi-même en fait, ben, je me suis retrouvée à être connue par ce pseudo. Donc en fait, ce pseudo qui était normalement censé être invisible, exactement. Bon. Et du coup, aujourd'hui, je suis, c'est ma marque d'ailleurs. Là, je l'ai déposée en janvier dernier. Parce que Aletheia n'est pas Aletheia Estia, sinon ça devient compliqué à dire, en tout cas pour moi. C'est ça. Aletheia. Pourquoi il fallait se cacher de votre ancien conjoint? Parce que j'ai vécu moi-même ce que je fais aujourd'hui en termes de travail, c'est-à-dire que on a vécu avec ma fille des violences, moi des violences conjugales déjà dans le cadre de mon vécu personnel. Ma fille a vécu ensuite, il s'en est pris à ma fille pour pouvoir m'atteindre, puisque quand je suis partie pour me sauver, il s'en est pris à notre fille. Et puis j'ai vécu en prime les violences, les fameuses violences institutionnelles. On est en plein dedans actuellement où justement rien n'est fait pour nous protéger. Donc on s'est retrouvés, je me suis retrouvée en fait vous me disiez, pardon de vous couper juste avant on commence l'émission, mais tout ce qui se passe en ce moment, enfin, il n'y a rien de nouveau. Oui, c'est ça. Moi, ça fait 15 ans que je lutte contre tout ça. Quand on s'intéresse un peu à ces sujets, effectivement, vous, ça fait 15 ans et je crois que encore avant, c'était déjà le cas. Bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, c'est vrai que c'est un sujet qui ne m'étonne absolument pas. Et même, on va dire que de plus en plus, je trouve ça étonnant que rien ne soit fait, en fait. C'est plus dans ce sens-là que ça m'étonne. La faute à qui? Alors, je sais pas. Est-ce que les gens sont pas formés? Est-ce que c'est volontaire? Après, ça, j'ai pas de réponse. L'intention, j'en sais rien. Par contre, ce que je vois, c'est qu'on se retrouve face soit des gens qui sont pas formés, soit des gens qui sont formés mais qui n'appliquent pas, soit on va dire des directives au-dessus qui sont pas du tout adaptées, on va dire, à la réalité de ce que les enfants et les mamans vivent. Enfin, là, je parle de mon sujet, mais après, ça peut passer sur tous les sujets, en fait. Donc, la faute à qui, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que faut que ça bouge, quoi. Il faut que ça change. Aletheia, effectivement, le pseudo au début pour rester caché et en quelque part pour demander de l'aide, j'imagine. Oui, tout à fait. Par la suite, vous avez décidé effectivement d'accompagner toutes ces femmes et toutes ces jeunes femmes, peut-être pour leur offrir ce dont vous n'avez pas bénéficié à l'époque. Totalement. Ça a commencé comment? Parce que c'est une chose d'avoir l'idée en tête, et encore autre chose de la mettre en musique, si je puis dire. Mais en fait, c'est venu à moi. Parce que justement, moi, j'étais sur les groupes au départ, beaucoup de groupes Facebook et beaucoup d'endroits où je parlais de mon histoire pour pouvoir comprendre qu'est-ce que je faisais mal. Et au départ, je pensais que j'étais une erreur judiciaire. Je pensais vraiment ça. Je me disais, il y a un truc que je fais pas bien. Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que, loin de là, en fait, on était des dizaines, des centaines et des milliers à être dans le même cas que moi et à me rendre compte qu'en fait, finalement, ce que moi j'avais appliqué pour moi-même. C'est-à-dire qu'assez rapidement, sur les boucles de messagerie, vous avez commencé à déborder de demandes, en fait, exactement.
et à l'époque j'avais un vrai métier, comme on dit. Ouais. Je travaillais dans les piscines. Donc, Vous vendiez des piscines à l'époque. Voilà, je vendais des piscines, exactement. J'étais manager aussi. Okay. Et quand ça faisait 6 ans que j'accompagnais, et puis en fait, quand voilà, ça s'est pas très bien passé avec mon activité, on a changé de patron, tout ça, donc j'ai dû passer à autre chose. Et tout le monde m'a dit, mais comment ça, tu passes à autre chose, t'es faite pour ça. Enfin, ça faisait 6 ans que j'accompagnais et que j'avais des vrais résultats sur le terrain avec des mamans. Et il n'y a rien de plus gratifiant et ça met vraiment ça met en joie en fait de voir que des mamans arrivent à protéger leurs enfants par des conseils qu'on peut donner, mais finalement c'était même pas des conseils pour moi, c'était je transmettais en fait ce que j'avais pu mettre en place pour ma propre fille que j'avais réussi à protéger. Elle a 20 ans aujourd'hui, hein, donc elle va bien, mais à l'époque c'était assez incroyable parce que je me rendais compte que on était toutes en fait dans le même bateau. C'était pas juste moi qui savais pas faire. Au contraire même, je me suis rendu compte que je savais peut-être même mieux faire que la plupart d'entre elles. Et du coup, quand il s'est passé ce qui s'est passé avec mon activité, je me suis dit c'est le moment de faire ça. Puis j'ai vu qu'il y avait rien sur le terrain, qu'il y avait rien de fait. Personne ne proposait ça. Ouais. Et du coup, j'ai été obligée de monter ma boîte et de créer mon propre accompagnement en fait. Et il consiste en quoi cet accompagnement? Alors beaucoup d'écoute, j'imagine? Oui, évidemment. Alors c'est plus complexe que ça. En fait, c'est un accompagnement. Ça aussi, c'est sur le terrain que j'ai pu le peaufiner. Hein, mais c'est un accompagnement qui dure 6 mois. Pourquoi 6 mois? 6 mois parce que plus court, en fait, c'est pas possible. On peut pas vraiment bien travailler. Et moi, mon but, c'est vraiment de proposer une vraie reconstruction. Dans ces 6 mois-là, on travaille sur 3 pôles, en fait. On travaille déjà sur l'étude de leur dossier, c'est-à-dire administratif, juridique. On retravaille, en fait, tout ce que l'avocat, malheureusement, n'a pas forcément fait parce qu'ils sont certainement pas formés. On travaille vraiment sous le prisme des violences post-conjugales. J'insiste bien là-dessus, parce que la plupart du temps, les violences conjugales ne sont pas prises en compte dans la séparation, parce qu'ils estiment que c'est une histoire de couple. Sauf que les violences post-conjugales, en fait, c'est les violences qui perdurent après la séparation et qui souvent passent à travers les enfants, puisque la mère n'est plus là. Donc du coup, quand il y a des enfants au milieu, les enfants sont les armes absolues pour faire perdurer justement l'emprise. Et c'est ce qu'on appelle les fameuses violences vicariantes. Et donc voilà, mon accompagnement du coup il est axé là-dessus. Donc on travaille vraiment sur une reconstruction du dossier pour pouvoir les protéger et protéger leurs enfants. Okay. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très long, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup juridique. Il y a une partie reconstruction effectivement thérapeutique où on est vraiment en fil WhatsApp, c'est-à-dire en 6 mois, on est en illimité sur un fil WhatsApp où on est là sur le front 7 jours sur 7 pour les soutenir quand elles ont besoin. Vous êtes combien ? Alors là, actuellement, dans mon équipe... Dites-nous. Okay. Oui, ouais. Alors là, actuellement, dans mon équipe, on est 10, en fait. Wow. Il y a moi, il y a mon OBM, enfin, c'est mon bras droit, qui, elle, est beaucoup plus sur l'administratif juridique. Et à côté de ça, j'ai 9 coachs aussi. En tout, on est 9 coachs thérapeutes. Donc, il y a une assistante sociale, il y a 2 infirmières, il y a une psychologue clinicienne, anxiologue, on a une coach psyché. Enfin, on est vraiment sur un prisme quand même de compétences qui est quand même assez large et qui permet justement, dans le cadre des accompagnements qu'on fait, des fois de rattacher une Estia, parce qu'elle s'appelle les Estia. Voilà, c'est mon équipe. On les rattache par exemple sur un accompagnement, puisqu'il y en a une qui va être spécialisée par exemple dans les troubles et on se retrouve face à un enfant où on ne sait pas si c'est des troubles, on ne sait pas si c'est des séquelles psychologiques dues justement à la situation systémique. Donc cette spécialiste va pouvoir dire là, il faut peut-être aller voir effectivement un autre spécialiste pour pouvoir déceler qu'il y a des troubles. Donc on est vraiment voilà, sur une échelle de compétences qui est quand même assez, je pense, c'est assez exceptionnel. C'est exceptionnel, effectivement, un panorama assez incroyable. 6 mois d'accompagnement. Dès les premières semaines, on peut voir, entre guillemets, je ne sais pas si je peux employer ce terme, des progrès dans ce parcours de reconstruction. Oui, on en voit vite parce que déjà, la première chose qu'on fait, c'est les mettre en sécurité. C'est la première chose. On travaille vraiment sur, par exemple, couper les messages avec l'ex, les échanges et tout ça, parce qu'on sait que ces types de profils... Donc on recrée un cadre, du coup ? Exactement. Alors, c'est vraiment du coaching. Au départ, on est vraiment dans le cadre du coaching. On est vraiment sur du coaching pur. Après, sur le côté thérapeutique, on est vraiment justement sur l'aspect thérapeutique, mais on peut passer à l'aspect thérapeutique après, en fait, le coaching. D'abord, il faut qu'elle soit sécurisée avant de travailler sur elle. On ne peut pas travailler sur soi si on est en hypervigilance et en danger. Et le troisième pôle de l'accompagnement, qui n'est pas des moindres, c'est vraiment l'accompagnement avec le lien avec leur enfant. Parce que quand un enfant vit des violences vicariantes, quand un enfant est sous emprise, quand un enfant vit des choses extrêmement violentes avec un parent qui va passer son temps à le manipuler, à l'agresser et tout ça, le lien qu'on peut créer en tant que maman avec cet enfant-là, on ne peut pas faire de l'éducation traditionnelle. On est obligé de passer par des prismes et de l'empathie et beaucoup de choses. Donc il y a toute cette part aussi dans l'accompagnement où vraiment on travaille là-dessus. Donc voilà, il y a l'étude de dossier où on est vraiment sur le côté protection, il y a le côté thérapeutique de la maman et le côté thérapeutique avec l'enfant. J'aimerais revenir, Magali Dumais, sur cette notion d'emprise. Vous l'avez évoquée à plusieurs reprises, effectivement, depuis le début de cette émission. Et effectivement, on entend de plus en plus parler. J'ai l'impression que le grand public commence à comprendre ce que c'est. Mais du coup, comment vous, dans votre processus de reconstruction, avec votre formation, vous arrivez
à recréer un cadre assez rapidement, malgré ce phénomène d'emprise qui, on sait, est ô combien puissant? Déjà, les premières choses, en fait, quand on reprend le dossier, on arrive à retravailler avec elles justement sur cette partie. Comment dire, où elles ont pu peut-être trop parler, où elles ont peut-être pu déborder. On est vraiment dans l'action au quotidien avec ce fil WhatsApp. Donc quand par exemple elles reçoivent un mail de leur ex, qu'elles disent je sais pas quoi répondre, qu'est-ce que je fais, on est déjà sur le front en train de travailler avec elles sur comment répondre, quoi dire, quoi faire. Et alors évidemment on ne fait pas le travail à leur place, hein, c'est important. On leur demande au départ d'ailleurs de faire leur réponse, on retravaille la réponse. Ce sont des suggestions du coup? Alors, en fait, on travaille. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que souvent, moi, je vais les accompagner, je leur dis non, là c'est trop long. Non, là c'est trop long. Puis à la fin, elles mettent un emoji. Voilà. Très bien. Et elles me font, mais en fait, il n'y a rien. Voilà, tu réponds pas. Il n'y a pas besoin de répondre. Donc, ça aussi, on les drive sur quoi répondre, comment répondre, qu'est-ce qu'il faut répondre. Et elles veulent répondre à tout, elles veulent se défendre, elles sont dans une espèce de blessure d'injustice énorme et elles ont besoin de réparation. Et en fait, souvent, on se rend compte que passer par la réparation à tout prix et la communication avec ce type de personnalité, au contraire, ça met encore plus dans un état d'emprise. Donc on leur apprend à sortir de l'emprise et à reprendre le pouvoir sur elles-mêmes, en fait. Toutes ces femmes qui viennent vous voir aujourd'hui et à qui vous tendez la main, elles sont dans quel état? C'est dramatique. C'est souvent dramatique. On a vraiment des mamans qui sont dans des états d'hypervigilance, dans des syndromes de stress post-traumatique énormes, dans des dépressions réactionnelles, dans beaucoup de choses. Et ça aussi, ça fait partie de mon travail, c'est-à-dire c'est de les diriger vers un psychiatre. On travaille aussi main dans la main avec des psychiatres, où on les dirige vers des psychiatres compétents pour que justement, alors c'est important parce que souvent elles me disent oui, mais moi je suis pas folle, je comprends pas, c'est moi qui est folle. Alors du coup, c'est moi qui suis folle, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Et en fait, je prends vraiment la métaphore de la personne qui saigne, qui n'a pas soigné ses blessures et qui va se baigner dans une eau pleine de requins. Je leur dis non, t'es pas folle, mais par contre, les blessures que tu as aujourd'hui, toutes ces failles, je dis souvent, vous êtes fragilisés, vous n'êtes pas fragile, vous avez été fragilisés. Et ces failles-là, il faut les réparer parce que si vous ne vous soignez pas, si vous ne vous aidez pas en fait vous-même à vous soigner, vous allez continuer à attirer tous les prédateurs de la Terre et c'est souvent ce qui se passe. Et le but de l'accompagnement aussi, il est là. Il y a des stats assez affolantes là-dessus, effectivement. Bien sûr. Et quelqu'un qui va avoir été victime une première fois, si elle ne se soigne pas, si elle ne se fait pas aider, elle va retomber systématiquement sur ce type de profil. J'imagine que ce qui fait aussi très mal pour toutes ces femmes, c'est l'entourage qui, parfois, peut-être même souvent, ne les croit pas. C'est quelque part la double peine. On est exactement là-dedans. Moi, à l'époque, j'ai perdu toute ma famille maternelle avec qui, pourtant, j'étais très proche. Du coup, je parle de moi. Et c'est souvent le cas. Elles sont isolées. De toute façon, ça fait partie des mécanismes de l'emprise. Le prédateur, il isole avant tout. Souvent avec oui, mais ils sont jaloux de nous. On est un couple exceptionnel. Ah, mais t'as vu, il a fait ça. Enfin, ils sont très forts pour ça. Donc, oui, ces mamans, quand elles arrivent, elles sont déjà très isolées. C'est ce qui fait aussi, d'ailleurs, parce que j'ai un accompagnement de groupe au-delà de l'accompagnement individuel. Donc, elles sont incluses d'office dans l'accompagnement de groupe, à moins qu'elles ne le veuillent pas. Mais dans cet accompagnement de groupe, il y a d'autres mamans comme elles et on a l'équipe de coach. Ça fait qu'elles ont vraiment un soutien 7 jours sur 7 qui est en continu. Quand il y a un problème ou n'importe quoi, on a un système d'étoiles où elles mettent des étoiles si c'est urgent. Il est optionnel, mais j'ai l'impression que pour vous, il est indispensable. Pour moi, il est indispensable, oui. Parce qu'en plus, j'imagine pas trop mettre la pression, il faut que ça vienne d'elles. Alors, en fait, souvent d'elles-mêmes, elles sont totalement d'accord. C'est très rare qu'elles me disent non parce qu'elles se sentent tellement seules que trouver des mamans avec un soutien comme ça, qui vivent les mêmes choses, elles se comprennent. D'ailleurs, c'est assez drôle, on en parle souvent avec l'équipe. Nous, en tant que coach et thérapeute, on voit les mamans, celles qui sont plus avancées, qui sont dans le groupe depuis plus longtemps, qui elles-mêmes souvent prennent les devants en disant à la maman, oui, tu peux faire ça, 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 moi ça a fonctionné, il y a 3 mois j'étais dans tel état. Et ça, c'est magique en fait, de voir ces mamans. Là, puis quand elles partent du groupe et qu'elles disent, ça y est, je me sens assez capable et assez forte. C'est le moment magique. Oui. Quand elles reprennent confiance. Oui, mais c'est le but. Nous, notre accompagnement, justement, c'est 6 mois, mais c'est un tremplin, c'est pas une béquille. C'est ce qu'on leur dit. Le but, c'est pas de rester dans l'accompagnement pendant ad vitam aeternam. Non. Quand on voit d'ailleurs des... Mais on reste comme dans la communauté. Elles peuvent, oui, elles peuvent, oui, elles peuvent rester, bien sûr. Souvent, elles restent. Mais il y a un moment donné, et c'est bien d'ailleurs, comme elles se sentent mieux et qu'elles vont bien, elles n'ont plus envie forcément de continuer à entendre les histoires des autres et tout, c'est un peu lourd pour elles. Donc, au contraire, quand elles partent, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'elles vont vers une vie plus joyeuse, plus légère et tout ça. Moi, j'ai eu une période aussi où, voilà, après mes épreuves, j'avais plus forcément envie de tout le temps entendre les histoires des autres parce que ça me ramenait tout le temps à moi et c'était pas forcément positif. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est qu'elles aillent vers la joie, vers un renouveau, une reconstruction et quelque chose de chouette. Et souvent, d'ailleurs, elles envisagent après, dans quelques mois plus tard, j'en ai quelques-unes dans l'équipe, de venir rejoindre mon équipe de coach. Ouais. Elles passent des formations et tout ça. Et alors, du coup, Magali, vous et toutes ces Estia, vous occupez de toutes ces femmes, toutes ces
Ces jeunes femmes qui s'occupent de vous? Qui s'occupe de moi? Mais j'ai mon équipe qui s'occupe de moi. J'ai une coach aussi, mentor, que j'ai depuis 3 ans, avec qui je travaille, qui travaille un peu sur... On travaille sur toutes les parties, la partie thérapeutique, et puis aussi, c'est une coach mentor business, donc elle m'accompagne aussi dans la création de mon activité, comment gérer tout ça, parce que c'est pas évident. Hein. Non. J'essaie de mettre dans vos chaussures, avec tout ce que vous avez vécu, et puis c'est vrai, tous les jours, d'écouter ces histoires, d'essayer de guider toutes ces femmes. Je pense que ça demande beaucoup d'énergie, notamment sur le plan mental. Oui. Et psychique. Oui, après, justement, j'ai créé ma formation il y a 2 ans de ça, parce que justement, j'étais accompagnée par Muriel, donc cette coach mentor que j'ai, qui est extraordinaire, et j'étais très fatiguée, vraiment, parce que moralement, c'est vrai que c'était dur. On a beau mettre de la distance, quand on entend vraiment des choses... comme la petite Liana, ce qui s'est passé récemment. C'est des choses que, sans aller jusqu'à ces extrêmes-là, mais c'est quelque chose que je vis tous les jours, que j'entends tous les jours depuis des années. À l'époque, justement, j'étais fatiguée. Je disais à ma coach, justement, je ne sais pas si je vais y arriver, en fait, à continuer. Puis elle m'a dit, mais t'es formatrice. Elle m'a dit, pourquoi tu ne créerais pas ta propre formation? Et là, je me suis dit, oui, transmettre. Mais bien sûr, évidemment, Mais bien sûr, c'était une évidence, c'est tombé comme une évidence. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que du coup, donc au départ, j'ai créé, mais en fait, tout est venu à moi de façon assez naturelle. J'ai créé ma formation, je ne pensais pas monter une équipe au départ. Puis dans mon équipe, il y a des femmes, dans cette formation, dans cette première session de formation, et la deuxième et la troisième, il y a eu des femmes avec qui j'ai créé des liens qui ont été extraordinaires, mais vraiment des liens humains. C'est vraiment, c'est pas juste, c'est Alexandre Assier qui dit moi je peux pas bosser avec des gens avec qui je peux pas bouffer. Moi c'est pareil. Moi c'est pas possible, c'est pareil. Et en fait on est tous les gens du bureau, je peux les manger avec eux le midi, bien sûr. Ouais. Non mais exactement, c'est ça. Et en fait au fur et à mesure il y a des profils qui se sont dessinés, des femmes avec qui vraiment on a créé des liens très forts. Et aujourd'hui on est, comme je vous disais tout à l'heure, on est 10, mais c'est des femmes en fait qui ont fait la formation et où vraiment j'ai pu voir des profils se dessiner, des profils humains avant tout, parce que c'est vraiment une équipe humaine. Alors qu'est-ce qu'on retrouve du coup chez vous dans cet accompagnement qu'on ne retrouve peut-être pas ailleurs, malheureusement? Sur quoi vous insistez? Sur cet accompagnement-là, disons que moi je trouve que... Le côté 24 heures sur 24, le soutien. Alors il y a ça, il y a le côté reconstruction totale en fait, c'est-à-dire qu'on n'est pas... déjà on les sécurise, ça c'est quelque chose je ne crois pas qui existe ailleurs, en tout cas je l'ai pas... je suis pas très curieuse pour être tout à fait franche de ce qui se passe ailleurs, parce que je fais ce qui me semble juste moi à ma façon, et je suis pas forcément... Oui, exactement, j'ai beaucoup de choses à faire, donc je suis pas là en train de regarder ce que font les uns et les autres, mais j'ai vraiment... je pense que ce qui est unique vraiment, c'est qu'au bout de 6 mois, quand elles partent, elles sont vraiment reconstruites. Des fois, on fait des thérapies pendant... D'ailleurs, il y a des gens qui me disent « ton accompagnement, quand même, il est cher. Il a un coût, quoi. » Et c'est vrai qu'il a un coût parce qu'il y a beaucoup de travail. On est presque à 5 000 € sur l'accompagnement. Mais après, j'ai fait plusieurs paliers. Il y a l'accompagnement individuel qui est à 5 000 €. J'ai fait l'accompagnement de groupe qui, lui, est vraiment à hauteur de 500 € avec, du coup, l'équipe de coach. Et après, j'ai beaucoup de gratuits aussi. Parce que ça, c'est important pour moi de pouvoir... quand les mamans, par exemple, ne peuvent vraiment rien du tout se payer parce que c'est compliqué, on ne les laisse pas partir sans rien. Donc, quand à un moment donné, mon équipe travaillait beaucoup avec moi, je leur disais, on envoie donc j'ai créé beaucoup de ressources gratuites, des formations gratuites, pour pouvoir justement, quand elles peuvent pas... Et en même temps, de l'autre côté, il faut aussi pouvoir payer votre équipe d'Estia, votre équipe de professionnels. Du coup, c'est un vrai équilibre. C'est pour ça que j'ai une coach business, thérapie, voilà. C'est pour ça que je me fais accompagner, parce que il faut qu'il y ait un équilibre, en fait, pour tout le monde dans tout ça. Vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, Magali, mais pourquoi un enfant qui n'est jamais frappé peut-il malgré tout être une victime directe des violences conjugales? On comprenne le mécanisme. Un enfant qui n'est jamais frappé peut être victime parce qu'il peut y avoir de la manipulation mentale, il peut y avoir de la pression psychologique. Ça peut être tout aussi douloureux, enfin en tout cas avoir des conséquences tout aussi nocives. En fait, c'est tout aussi douloureux. Alors, il faut savoir que quand il y a des violences physiques, il y a forcément des violences psychologiques. L'un ne va pas avec l'autre. Par contre, il peut y avoir des violences psychologiques sans qu'il y ait des violences physiques. On va dire que la complexité entre les deux, c'est que les violences psychologiques sont tout aussi graves que les violences physiques. Les deux sont tout aussi graves. Moi, je dirais que c'est un peu, vous savez, le syndrome du soldat qui rentre de l'armée. Vous allez voir, il y a un lien avec ce que je dis. Il y en a un qui revient au bout de 5 jours, il a une blessure à la main, il a une pension de guerre, il a fait 5 jours de guerre, bon voilà. Il y en a un autre, il fait toute la guerre, il arrive à la fin de la guerre, il a fait ses 10 ans, il a vu tous ses amis mourir, il a vu, voilà, dans la tête, c'est complètement fracassé, il revient...
il a rien. Mais en fait, les violences psychologiques, c'est exactement ça. C'est pas visible, donc c'est encore plus difficile de les déceler et d'en parler. Donc il y a des enfants qui vont vivre des violences psychologiques où si on n'arrive pas justement à les accompagner, et moi, alors c'est les mamans que j'accompagne, mais on les aide à poser les mots pour leurs enfants, de façon à ce que justement ils comprennent ce qu'ils vivent. Le contrôle coercitif, les menaces, par exemple le passif agressif, le triangle de Karpman, toutes ces choses-là, la méthode Darvaux, le gaslighting, c'est des choses où les enfants, si on les forme à ça, moi ma fille de 20 ans, elle est formée à ça, forcément c'est ma fille. Aujourd'hui, à 20 ans, je peux vous dire que les relations... Vous pouvez nous rappeler rapidement d'ailleurs ce qu'est le triangle de Karpman? Alors le triangle de Karpman, en fait, c'est quand... Alors on a tous plus ou moins des mécanismes toxiques, hein, c'est-à-dire, mais c'est quand quelqu'un se positionne soit en victime, soit en agresseur, soit en sauveur. Et en fait, souvent, ces profils-là sont justement dans des mécaniques où ils passent du profil sauveur, agresseur, victime, de façon assez magistrale, c'est-à-dire qu'ils vont vous agresser, vous allez vous défendre, ils vont se victimiser, vous allez pleurer, vous avez mal au cœur pour eux. Ils ont ce côté, voilà. Et souvent, d'ailleurs, toutes les femmes, toutes les mamans, ou même les hommes, hein, d'ailleurs, parce qu'on ne parle pas des hommes, mais j'accompagne pas forcément beaucoup d'hommes, mais ça ne veut pas dire que je pense qu'il n'y a pas d'hommes qui sont victimes de ce type de profil-là. Hein. Voilà, j'ai totalement conscience de ça. Mais souvent, d'ailleurs, c'est des profils qui, au départ, vont jouer justement sur ce côté un peu victime de leur passé, de ce qu'ils ont vécu. Du coup, nous, on a un petit côté syndrome sauveuse, côté maman, maternant. On se dit, oh, on va l'aider, personne jamais l'a compris. Puis, au fur et à mesure, il devient agresseur. Puis, dès qu'on se défend, du coup, il se remet en position de victime. Et c'est vraiment une toile d'araignée qui se tisse. L'emprise, c'est vraiment ça. C'est une toile d'araignée qui se tisse petit à petit. Où, au bout d'un moment, on est englué là-dedans. Et on ne sait plus comment s'en sortir. Et les gens autour de nous nous disent en plus, oh, oui, mais si tu as vécu des violences comme ça et que tu es resté, c'est que tu aimes ça. Pas du tout. Pas du tout. C'est plus compliqué que ça. Beaucoup plus compliqué. Je suis très en prise. C'est ça. Quels sont les signaux qui doivent alerter certains professionnels? Je pense notamment aux enseignants ou à des professionnels de l'enfance. C'est déjà qu'ils ne sont pas assez nombreux, aussi parfois pas assez formés. Alors les signaux, moi je dirais que souvent, et c'est ce que je creuse souvent avec les mamans, c'est l'alimentation, le sommeil, les soucis de relationnel à l'école, souvent, parce que l'enfant c'est là où il va se lâcher. Et, les notes? Alors les notes, pas forcément, parce qu'on a des enfants qui travaillent pas forcément bien à l'école, ils n'ont pas forcément de problème, mais ça va être plus des soucis relationnels, des enfants qui vont s'isoler, qui vont rester dans leur coin, ou des enfants au contraire qui vont être très agressifs, qui vont devenir eux-mêmes harceleurs. Ça aussi, on n'en parle pas assez, mais un enfant harceleur, il a besoin d'aide, on les accable souvent, et ça fait longtemps que je dis, même les agresseurs, et ça serait d'autant plus intéressant de les prendre en charge petits, ces enfants harceleurs et agresseurs, parce qu'ils vivent eux-mêmes chez eux ces violences-là, et ça, donc c'est double peine pour eux, parce qu'en fait, on les accable encore plus à l'école, alors que souvent, chez eux, c'est des signes d'alerte qui sont énormes. Recréer un sentiment de sécurité, un cadre en sécurité pour un enfant, ça reste compliqué à ces jeunes âges ou pas forcément? Alors, c'est compliqué, tout dépend de ce qu'ils vivent en fait, c'est toujours pareil, mais oui, c'est compliqué en fait, et c'est d'autant plus compliqué. Alors, après, en tant que thérapeute, c'est moins compliqué parce qu'on n'a pas ce lien émotionnel en fait. Après, en tant que maman, oui, c'est très compliqué parce qu'il faut vraiment gérer entre ce que nous on a pu vivre, la colère de ce qu'on a pu vivre aussi avec le père de l'enfant qu'on a, avec la personne qu'on a. Notre enfant, on le voit souffrir, on le voit partir au front. Alors c'est très dur parce que nous on a décidé de couper la relation parce que justement elle était violente et les institutions nous obligent à envoyer notre enfant chez son agresseur. Et ça, en fait, c'est extrêmement violent parce qu'en tant que parent, on a le sentiment d'être complice. Ça paraît en 2026 complètement dingue. C'est complètement même avec des preuves. C'est complètement dingue. Des mamans qui documentent, même avec des vidéos parfois. Bien sûr. Ça paraît incroyable. Et elles préfèrent se mettre hors la loi. Oui, parce qu'en plus, c'est ça qu'il faut savoir, c'est que les vidéos, en fait, au civil, c'est pénal, c'est pénalisable. On n'a pas le droit de prendre des vidéos au civil. Au pénal, c'est valable. Par contre, à quel moment on arrive au pénal? C'est-à-dire qu'en fait, c'est valable quand ça devient trop grave. C'est intéressant quand même comment elle fonctionne, la France. Ben, c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec la petite Ayana. Enfin, c'est ça. C'est-à-dire que c'est quand ça devient trop grave qu'on se dit, oh, ben, faut se bouger quand même. Mais, enfin... Déjà, quand il y a quand même un faisceau, on va dire, d'indices qui quand même éclaire les choses de façon à montrer qu'il y a quand même des violences qui sont avérées, on devrait déjà... Alors, la présomption d'innocence, je suis pour, évidemment, mais je trouve que quand il y a un faisceau d'indices quand même qui fait qu'on peut se dire qu'il y a quand même matière à danger, on pourrait aussi protéger les victimes. Ça serait quand même... Je pense qu'il pourrait y avoir un équilibre, en fait, entre les deux. Là, il n'y a pas d'équilibre. Et d'après vous, que faudrait-il changer en priorité dans ce système judiciaire? Tout.
Non, je sais pas. Honnêtement, je sais pas par quoi commencer. C'est ça en fait. Je sais pas qu'est-ce qu'il faudrait changer. Je pense que c'est par quoi commencer. Parce que quand on voit par exemple des mamans qui vont à la gendarmerie porter plainte ou les gendarmes leur disent mais non. Le système judiciaire, mais c'est vrai qu'il y a aussi la police, puisque quand tu les écoutes, ou que ce soit les gendarmes ou les policiers, ils vont te dire bah oui, mais en fait, nous, on est débordés, quoi. Oui. On est débordés. Oui, puis... Du coup, on priorise. C'est terrible, hein, mais c'est on ça. priorise. Mais non, mais c'est ça. Et du coup, quoi changer, je sais pas, parce que des fois, on se retrouve face à des mamans qui vont à la gendarmerie, qui sont entendues, c'est rare. D'autres qui vont être pas entendues, et c'est la majorité. Des dossiers, des fois, ça aussi, les plaintes qui sont classées sans suite, alors qu'il y a des preuves, on ne sait pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est un cumul de dysfonctionnement, on va dire ça comme ça, si on va employer ce mot-là, mais c'est un cumul de dysfonctionnement qui fait qu'à un moment donné, on se demande presque si... Les mamans que vous accompagnez, du coup, elles vous demandent comment je peux... J'imagine qu'elles sont inquiètes aussi, au-delà, en plus de la dimension et de ce qui leur est arrivé. Elles vous demandent, mais Magali, je ne sais pas comment protéger mon enfant. Ah oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Et en plus, moi, je suis aussi honnête, hein, c'est que... parce que nous, on les aide, en fait, à mettre en place des choses pour les protéger. Mais encore une fois, et ça, c'est important de le savoir aussi, c'est que on reste, en fait, on a une obligation de moyens, en fait, mais le résultat, on n'est pas maître de ça, puisque face à nous, on a des magistrats, on a des avocats, on a des policiers, on a des gens, en fait, des assistantes sociales, des éducateurs, des gens qui peuvent, sur un claquement de doigts, changer la face, en fait, de la vie des mamans qu'on accompagne. Donc nous, on les accompagne sur toutes ces parties-là pour pouvoir les aider, mais au final, c'est pas nous qui allons malgré tout au rendez-vous. Donc ça reste quand même entre leurs mains, et face à nous, on a de l'humain. Donc autant dire que... Mais la bonne nouvelle, parce que quand même, il y a une bonne nouvelle, c'est que quand même, la plupart du temps, on y arrive. On y arrive quand même. Donc, moi, ça fait maintenant quand même presque 14-15 ans que je fais ce métier. Enfin, pas ce métier, parce que ça fait 14-15 ans que j'accompagne, et maintenant, là, ça fait 5 ans, bientôt 6 ans que je le fais de façon professionnelle. Ouais. Mais ça fonctionne. On a de très bons retours, et c'est très... j'allais dire gratifiant, mais le mot, c'est pas le bon mot, en fait. C'est gratifiant, oui, mais ça nous rend surtout heureuses, en fait. On a un sentiment vraiment d'utilité, puis de faire, puis de faire les choses. On se rend compte qu'on fait les choses de la bonne façon. Enfin, moi, quand j'ai des gens dans l'équipe qui me disent, regarde Magali, elle est sortie du tribunal, ça a fonctionné, elle a enfin été entendue, son fils est protégé, il voit son papa en point rencontre. On se dit, waouh, enfin quoi. Alors, on sait que encore une fois, et c'est ce que je leur dis beaucoup. Histoire par histoire, quoi. Étape par étape. Oui, c'est un marathon. C'est pas un sprint. Et puis on sait aussi que ce qui est vrai aujourd'hui, alors ça marche dans les deux sens. Une victoire réelle aujourd'hui peut ne pas l'être dans un an. Quelque chose qui a été une défaite aujourd'hui peut ne pas l'être dans un an. Et quand du coup il y a des moments difficiles, c'est ce que je leur dis. Je leur dis, ce qui est vrai aujourd'hui, ton fils, ton enfant va grandir, ta fille va grandir. Dans un an ou deux, on pourra faire d'autres choses, d'autres procédures, et tu auras les clés parce que tu as fait la formation, tu as travaillé avec nous. Voilà, tu auras les clés, en fait, les bonnes clés pour pouvoir, à un moment donné, si tu as besoin de protéger ton enfant, tu sauras faire, quoi. Si on veut vous contacter, on fait comment ? Alors j'ai un profil Facebook, c'est là où je suis le plus visible. C'est Aletheia Hestia, tout simplement. Difficile à dire, difficile à écrire. Aletheia Hestia, vous allez quand même retenir. Merci beaucoup. Merci infiniment d'être passé par le plateau de la matinale ce matin, Magali. Magali Dumez, psychopraticienne, coach en psychologie positive, formatrice, vous l'avez compris, conférencière, fondatrice d'Aletheia Hestia. Ah, je l'ai. Passez une excellente journée. Encore merci. Merci pour tous ces conseils. Et merci pour votre témoignage. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve demain pour nouvelles aventures sur la matinale. Ciao.